messieurs, bonsoir. L'épidémie du VIH-Sida et sa multiplication au sein de la population demeure un enjeu majeur de santé individuelle et publique. Et selon les statistiques de l'ONU-SIDA, 37 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde, dont sont 10 000 au Bénin avec un taux de prévalence de 1,2%. Comme objectif pour 2020, 90% des personnes connaissent le statut sérologique, 90% des séropositifs sont traités et 90% des patients traités ont une charge virale supprimée. Où en est-on au Bénin? Est-ce réalisable? Les personnes vivant avec le VIH peuvent-elles avoir la chance d'être guéries définitivement un de ces 4 matins? Eh bien, pour y répondre, une voix autorisée avec nous au plateau, Dr Moussa Bachabi, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes le coordonnateur adjoint du programme de santé, programme santé de lutte contre le VIH-Sida au ministère de la Santé, n'est-ce pas? C'est exact. Voilà. Merci, bonsoir et merci d'accepter notre invitation. Merci de nous éclairer. Alors, ma toute première question, monsieur le coordonnateur, nous sommes en 2018. Doit-on continuer à avoir peur du virus du sida? Merci, madame la journaliste. Je pense que c'est une très belle question. Actuellement, en 2018, il ne faudrait plus que les populations aient peur du VIH. Je le dis parce que le VIH aujourd'hui doit être considéré comme une maladie chronique, au même titre que l'hypertension artérielle, au même titre que le diabète. Parce qu'actuellement, les traitements sont disponibles, également disponibles dans notre pays et sur toute l'étendue du territoire national et de façon gratuite. Donc, quelqu'un qui est infecté aujourd'hui, qui se rend dans les formations sanitaires pourra bénéficier de ce traitement qui lui permettra de prolonger sa vie et de vivre aussi décemment que toute autre personne. Donc, on n'a plus de crainte de pouvoir avoir peur de l'infection par le VIH. Avant, il y a de cela 20 ans, on disait sida égale à mort. Aujourd'hui, sida, c'est égal à vivre avec. Ben, vous venez de dire que les traitements existent et qu'il y a des médicaments, les antirétroviraux sont disponibles sur toute l'étendue du territoire national. Et pourtant, récemment, il y a eu un petit remous au sein des personnes vivant avec le VIH. Et il paraîtrait qu'il y a une molécule qui manque. C'est effectif, je ne vais pas le dénier. Mais vous savez, par rapport à l'infection par le VIH, nous disposons de 3 lignes de traitement. C'est-à-dire les personnes qui viennent d'être nouvellement dépistées sont mises sous un protocole qu'on appelle protocole de première ligne, afin qu'un protocole sur lequel nous avons 80% de nos malades. Il y a un deuxième protocole qu'on appelle protocole de deuxième ligne, et il y a à peu près de 15%, et puis la dernière ligne, la troisième ligne. En fait, la molécule qui a manqué en temps, c'est une molécule de deuxième ligne, sous laquelle nous avons environ 12% de nos malades. Mais cette molécule n'est pas en rupture sur toute l'étendue du territoire national. Nous avions eu une tension qui a fait qu'un des gros sites a entamé le stock de sécurité. Parce que les consignes données dans nos formations sanitaires, c'est que les agents, dès que le stock de sécurité d'au moins 2 mois est entamé, il faudrait sonner la lettre pour que le programme prenne les dispositions. Donc effectivement, il y a certains malades qui, pendant quelques jours, ont manqué cette molécule, mais il n'y a pas péril à la demeure. Parce que nous avons déjà réglé ce problème et depuis hier, la molécule est disponible. Et aujourd'hui encore, à l'heure où je suis en train de vous parler, il y a une équipe qui est en train de rendre disponible le produit sur le site qui a manqué. Vous l'avez dit, il n'y a pas péril en la demeure. Et qu'en est-il de l'objectif 90-90? Est-ce qu'à cette allure, on est sûr d'atteindre cet objectif 90-90 d'ici 2020, ce n'est plus loin? Si bien le pays s'évertue à aller vers cet objectif, mais il faudrait dire que nous avons quand même de petites difficultés. Notre difficulté se situe surtout au niveau du premier 90, où il faudrait que 90% des séropositifs puissent connaître leur statut sérologique. Vous avez dit tout à l'heure dans votre introduction que nous avons environ 70 000 PVVH au Bénin, mais je puis vous dire qu'actuellement, environ 62% seulement de ces 70 000 connaissent leur statut. Ça veut dire qu'il y a 38% des porteurs du VIH au Bénin qui ne se connaissent pas séropositifs. Vous imaginez? Donc ceux-là sont dans la population qui peuvent entraîner la divulgation. Et tant qu'on n'aura pas ceux-là pour pouvoir les mettre sous ARV, ça veut dire que le risque que l'infection se multiplie dans la population est là.
Et c'est pourquoi d'ailleurs j'apprécie le thème de cette année qui dit connais ton statut VIH. C'est très important. C'est l'occasion pour que toute la population puisse se mobiliser pour faire ce dépistage qui permettra de connaître le statut sérologique. Par rapport au deuxième 90, je pense que le pays a fait un grand effort. Et nous pouvons rassurer qu'actuellement, tous ceux qui sont séropositifs, qui arrivent à se rendre sur un site de prise en charge, bénéficient valablement du traitement par les ARV. Également, par rapport au troisième 90, qui est la suppression de la charge virale, nous avons équipé les plateaux techniques au niveau de tous nos sites de prise en charge et surtout au niveau de chaque chef-lieu d'ancien département, nous avons une plateforme qu'on appelle plateforme de biologie moléculaire qui permet de faire cette charge virale qui est actuellement disponible. Et nous sommes environ à 78% par rapport à la suppression de la charge virale. Je pense que ce n'est pas rien. Ah ben, c'est rassurant. Cela voudrait dire qu'on peut atteindre zéro infection et zéro PVVIH dans les toutes... En fait, l'objectif des 3,90, ce n'est pas qu'en 2020, on n'aura pas de PVVIH. En fait, l'objectif, c'est qu'en 2030, c'est les 3,95 en 2030, c'est de mettre fin à l'épidémie. Mettre fin à l'épidémie ne veut pas dire qu'il n'y aura plus du tout de PVVIH, mais il n'y aura plus de nouvelles infections. Parce que si on arrive à mettre sous ARV 95% de ceux qui sont vraiment porteurs, le risque de transmission à d'autres personnes serait minimisé. Donc c'est en fait ça l'objectif, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus du tout de nouvelles infections. Est-ce que l'État se donne les moyens de ses ambitions? Je vais tirer un grand chapeau à l'État parce qu'actuellement, vous savez, par rapport à la lutte contre le VIH, le plus grand bailleur, c'est le Fonds mondial. Le Fonds mondial qui met à disposition la grande majorité du financement pour la lutte contre le VIH. Et depuis lors, le Fonds mondial avait exigé une contribution de l'État qui s'élevait à 30% et que nous arrivons difficilement à honorer. Mais depuis 2017, le Fonds mondial a corsé davantage où l'État doit participer à 40% par rapport au financement de la lutte contre le VIH. Mais j'ai pu vous assurer qu'actuellement, l'État fait un effort certain pour pouvoir rendre disponibles les ressources pour avoir les antirétroviraux. Donc la contribution de l'État suit. Vous nous rassurez, vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2019, les États-Unis projettent de réduire l'aide, surtout l'aide en matière de santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être, puisque tout est basé 30% seulement sur le plan national et les 70% financés par la Banque mondiale. Et qui dit Banque mondiale, c'est quand même les puissances étrangères. C'est vrai, et c'est pourquoi il dit l'État a commencé par prendre ses responsabilités. Avant, par rapport à la lutte contre le VIH, surtout les antirétroviraux, quand le financement de l'État, quand c'est mis en place, c'est peut-être l'an N+3 qu'on arrive à utiliser ces ressources. Mais je peux vous assurer que l'année passée, en 2017, on a pu utiliser les ressources qui étaient prévues pour l'année 2016. Ça veut dire que de N+3, nous sommes revenus à N+1. C'est vraiment un grand pas et l'État est en train d'honorer cette contrepartie. Les 40% cette année également, les 40% de la contrepartie de l'État béninois, on est en train de pouvoir mettre ça en exécution et je pense que c'est une très grande avancée. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Fonds mondial est en train de se désengager petit à petit par rapport au financement. Et au fur et à mesure, vous voyez, on est parti de 30%. Actuellement, on est à 40%. Certainement, les années à venir, les financements ne vont pas être supprimés du coup. Ça ira dégraissant et l'État ira progressant. Je pense que l'État pourra, à la longue, satisfaire à tous ses besoins. Mais on revient au thème de l'année, connaître ton statut sérologique pour une prise en charge adéquate, n'est-ce pas? Oui. Alors, comment est-ce que vous vous organisez pour amener les jeunes, surtout les cibles, c'est les jeunes filles, les jeunes garçons, les homosexuels, comment est-ce que vous vous organisez pour que ces personnes, ces cibles soient dépistées précocement? Ok, merci bien à vous. Vous savez, l'infection par le VIH, c'est après tout un problème de santé. Et depuis des années, c'est surtout les agents de santé qui s'évertuent dans la lutte. Actuellement, nous sommes dans une dynamique de démédicalisation du dépistage de l'infection par le VIH. Il y a les populations clés que vous avez citées tout à l'heure, à savoir les homosexuels, les professionnels de sexe, étaient stigmatisés
Et ceci constitue un frein pour aller vers les centres de santé pour se faire dépister. Actuellement, nous sommes en train de capaciter les communautés, ces populations clés, pour qu'elles puissent offrir le dépistage à leurs pairs. Nous pensons que c'est une approche qui permettra de démystifier un peu la chose et entre pairs, ils pourront s'offrir au moins ce premier test et en cas de positivité, on pourrait les orienter vers les formations sanitaires pour bénéficier du dépistage final et pour de la prise en charge. Actuellement, cette année, vous savez, le 1er décembre, le lancement se ferait à Comé, où nous avons déjà mis tout en place pour que les populations qui désirent connaître leur statut puissent en bénéficier. Et également, sur toute l'étendue du territoire national, nous avons ce que nous appelons les centres de conseil et dépistage qui sont logés au sein des formations sanitaires. Nous avions environ 150. Et nous avons déjà rendu disponibles les intrants. Donc, toutes les populations, toute personne qui voudra connaître son statut, il suffit de se rendre au niveau de ces formations sanitaires pour qu'on leur offre ce service qui est, je le répète, gratuit. Et les résultats sont toujours immédiats. Et secrets. Oui, secret, c'est confidentiel. C'est confidentiel. C'est entre celui qui fait le test et la personne qui va se faire dépister. Voilà, c'est vrai que vous venez de le dire, le dépistage est gratuit et il y a des points un peu partout sur le territoire national. C'est vrai aussi que les traitements repoussent bien loin l'espérance de vie jusqu'à ce que ça soit réduit normalement. Mais à quand la fin des antirétroviraux? Puisque c'est ça les traitements aujourd'hui. Pour le moment, est-ce qu'il existe des vaccins tout au moins préventifs ou curatifs pour soulager la prise de ces antirétroviraux qui se trouvent être un peu contraignants? Oui, j'avoue que c'est un peu contraignant, c'est-à-dire se lever tous les matins, avaler un médicament, c'est contraignant. Et la science évolue, les recherches sont en cours pour pouvoir trouver un vaccin, mais les études ne sont pas encore concluantes. Actuellement, il y a beaucoup de choses qui se développent. Les gens sont en train de développer déjà des anticorps qui sont dirigés spécifiquement vers les cellules infectées qui arrivent à les détruire. Et cela, c'est une lueur d'espoir pour le développement à l'avenir des vaccins. Mais pour le moment, ce qui est en train d'être expérimenté, c'est les pauses thérapeutiques. Ou par exemple, au lieu de prendre le traitement toute une semaine, tous les jours, il peut y avoir des pauses de 2 jours sur 7, c'est-à-dire prendre 5 jours sur 7, ou bien les gens sont en train d'aller même à des pauses d'un trimestre, mais ce n'est pas encore concluant pour que cela soit généralisé. Donc c'est à cela qu'on est en train d'aller. Mais je dis, une chose est de vouloir endiguer, mais pour le moment, le traitement qui est disponible, c'est la même chose que pour les hypertendus. Si on vous déclare hypertendu aujourd'hui, vous êtes contraint à avaler les médicaments tous les jours. Et c'est la même chose par rapport au VIH. Le nombre de comprimés qui était presque de 12 comprimés par jour est réduit à un seul comprimé par jour. Je pense que c'est une grande avancée et nous devons saluer cet effort, mais les scientifiques continuent de faire des recherches pour pouvoir trouver finalement ce vaccin qui pourra sauver toute l'humanité. Pourquoi ce virus du sida donne du fil à retordre à ces chercheurs? Oui, ça donne vraiment du fil à retordre, c'est à cause des types recombinants. C'est-à-dire le virus, quand ça entre dans l'organisme, ça change de forme régulièrement. C'est ça qui fait la difficulté pour pouvoir trouver un seul vaccin dirigé contre ce virus. Parce que le virus, dès qu'il entre dans l'organisme, il peut prendre plusieurs formes. Il y a des formes recombinantes, c'est ça qui crée la difficulté de développement d'un vaccin. Alors aujourd'hui, je reviens sur la prévention, à part le dépistage et l'utilisation du préservatif. Et quels sont les autres outils de prévention aujourd'hui disponibles? Oui, par rapport à la prévention, il y a un programme important qui est mis en œuvre dans notre pays, c'est la prévention de la transmission mère-enfant. Vous savez, par rapport à l'adulte, s'il ne court pas vers le sexe ou bien il ne s'expose pas à du sang, le risque de contracter le virus est minimisé. Mais pour l'enfant qui n'a pas demandé à naître, il ne faudrait pas qu'il naisse avec le virus. Il ne faudrait pas qu'au cours de son développement qu'il puisse avoir le virus. Donc, il y a le programme de la prévention de la transmission mère-enfant, qui est un grand programme de prévention qui est offert, disponible aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. C'est un programme d'ailleurs porté par la première dame, Mme Claudine Talon, depuis 2016. Exactement, la première dame accompagne. Elle a été la marraine du plan d'élimination de la transmission mère-enfant, qui est un plan qui va de 2016 à 2020. Donc aujourd'hui, toute femme enceinte
qui va dans une formation sanitaire pour faire la consultation prénatale bénéficie du dépistage systématique qui est proposé. Et gratuit également. Gratuit. Et au cas où elle serait positive, il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre, elle est mise sous traitement, il y a un certain nombre de choses qui sont faites au cours de l'accouchement, et puis il y a un conseil qui est donné par rapport à l'alimentation de l'enfant. Tout cela permet d'éviter que l'enfant ne soit infecté. Mais par rapport aux populations clés, peut-être on n'a pas développé ça, vous avez dit que la prévalence au Bénin est de 1,2%. C'est vrai, ça paraît, c'est juste. C'est juste. Ça paraît faible, mais nous avons une disparité. Quand on part d'une région à une autre, également une disparité entre les sexes. Malheureusement, les femmes sont plus infectées que les hommes, mais également, dans le groupe des hommes, il y a des populations qui sont plus à risque. C'est essentiellement les professionnels de sexe, où la prévalence est de l'ordre de 8,5%. C'est les homosexuels, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, où la prévalence est de l'ordre de 7%. Les consommateurs de drogue par injection, où la prévalence est de l'ordre de 4%. Vous imaginez. Or, toutes ces populations sont confondues dans la population générale. Vous voyez donc, il y a un risque parce que c'est les moteurs en fait de l'épidémie. Et par rapport à ça, nous développons des programmes spécifiques en direction de ces populations qui sont suivies. À savoir, il y a une surveillance vraiment rapprochée au niveau de ces populations qui, de façon quotidienne ou mensuelle, il y a des interventions de communication pour un changement de comportement. Il y a la distribution de préservatifs et de gels lubrifiants. Et il y a également la proposition du conseil de dépistage à ces populations et puis leur référence systématique vers les centres de santé pour un dépistage systématique des IST et puis du VIH. Donc, c'est un paquet d'interventions qui sont dirigées vers ces populations pour essayer de freiner un peu l'évolution de la maladie. Alors, les cibles sont diverses et variées. Les zones géographiques aussi. Exactement. Les zones géographiques, c'est vrai que quand on prend la prévalence dans la population générale, il y a un certain nombre de départements. Je vais citer par exemple le Koufo, je vais citer par exemple la Donga, je vais citer le littoral, c'est-à-dire Cotonou, qui sont des départements qui ont des prévalences supérieures à la moyenne nationale, qui est de 1,2%. Et bien, pourquoi ça? Pourquoi ça? C'est peut-être le niveau de vie au niveau de ces départements et également leur proximité peut-être avec les pays de la sous-région qui ont des prévalences élevées. Je prends le Togo, je prends le Nigeria, les prévalences sont relativement plus élevées par rapport aux prévalences au niveau du Bénin. Et vous convenez, le brassage et la proximité des frontières entre le Togo et le Bénin, entre le Nigeria et le Bénin, vous convenez, quand on va dans la Donga, Djougou, c'est un grand carrefour qui a les frontières avec plusieurs pays au niveau du nord. Alors, lorsque la personne est dépistée et positive automatiquement, quelle est la procédure, quel est le processus? Est-ce qu'elle est prise en compte automatiquement, prise en charge automatiquement? Comment ça se fait? Merci beaucoup. Vous savez, dans un passé, quand vous êtes dépisté positif, il y a un examen capital qui permet de déterminer votre éligibilité au traitement. C'est la numération des CD4. Et en fonction du taux de CD4, on peut décider d'attendre ou bien de vous mettre sous ARV. Mais les dernières recommandations de l'OMS recommandent que systématiquement, quand on est dépisté, qu'on mette la personne sous traitement. Donc actuellement, c'est le test N-Treat auquel le Bénin a adhéré. Et depuis 2016, toute personne dépistée au Bénin, il n'y a plus de raison d'attendre pour mettre le traitement. Donc aussitôt dépisté, quelle que soit sa charge virale. Quelle que soit la charge virale, quel que soit le taux de CD4, on vous met systématiquement sous ARV après un certain nombre de contrôles pour évaluer l'observance et être sûr que vous allez prendre les produits. Parce qu'il ne suffit pas de commencer, il faut être sûr que la personne est disponible à avaler les médicaments tous les jours avant de démarrer le traitement. Alors, vous êtes au ministère de la Santé, on parle de recherche. Vous savez bien qu'il y a des scientifiques béninois qui disent qu'ils peuvent guérir le sida par la phytothérapie. Est-ce que vous êtes imprégné? Est-ce que vous êtes au parfum de ces recherches? Oui, nous sommes au courant et le ministère de la Santé n'est pas fermé à ça. La médecine traditionnelle fait beaucoup de choses. Mais à l'heure où nous parlons, il n'est pas encore possible de guérir totalement du sida. La médecine traditionnelle a beaucoup de vertus, intervient sur les infections opportunistes
peut ramener quelqu'un qui a maigri, qui a diminué de poids, parce que abattu par des infections opportunistes, peut ramener la personne avec un embonpoint normal, mais à la date d'aujourd'hui, aucune médecine traditionnelle n'arrive encore à éradiquer le virus. Donc, tous ceux qui sont dans la médecine traditionnelle et qui développent de telles recherches, nous, le PNLS est disponible, le ministère de la Santé est disponible à collaborer avec eux pour les aider à valoriser leurs produits, mais il ne faudrait pas vendre d'illusions aux populations pour dire qu'on guérit, parce qu'il y a beaucoup de nos malades qui ont été détournés par cette médecine traditionnelle, qui sont allés là-bas, qu'on a dépouillés financièrement et qui malheureusement sont revenus au niveau des formations sanitaires dans un état piteux. Mais que heureusement, certains ont pu être sauvés parce qu'on a repris avec les antirétroviraux. Donc le conseil que moi je vais donner, c'est que la médecine traditionnelle puisse dire la vérité par rapport à ce qui se fait, c'est le traitement des infections opportunistes. Ça, c'est certain. Ils ont une efficacité par rapport aux infections opportunistes, mais ils n'arrivent pas encore à supprimer le virus. Alors, donc on peut vivre quand même aussi longtemps que possible avec la maladie, tout au moins ça. Moi je le dis, quelqu'un qui est hypertendu, vous pouvez être ensemble aujourd'hui, demain on va vous dire qu'il est mort parce qu'il a fait un AVC, mais quelqu'un qui est infecté par le VIH, qui prend régulièrement son traitement, on ne peut pas vous dire qu'il est mort le lendemain du fait de son VIH. Il peut mourir d'autres choses. Il y a des maladies opportunistes. Opportunistes, même les maladies opportunistes, il prend ses médicaments, il peut mourir d'AVC, d'hypertension artérielle. Mais mourir subitement par rapport à l'infection à VIH, ce n'est plus possible aujourd'hui parce que les ARV sont là. Le VIH devient une infection chronique avec laquelle on peut vivre aussi longtemps. Je puis vous dire que dans la file active, nous avons des malades qui étaient dépistés, qui étaient sous ARV depuis 1996. Qui sont encore là, qui sont dans notre file active. Depuis 1996. Vous imaginez, ça fait plus de 20 ans déjà, qui prennent les antirétroviraux, qui sont encore là en pleine forme et qui vaquent correctement à leurs activités. Donc, il n'y a pas de problème. Il ne faudrait plus que les gens se cachent. Il ne faudrait plus qu'on stigmatise ces personnes. Dès que quelqu'un ne se sent pas mal, c'est d'aller pour connaître son statut et dès que c'est connu, la personne est sauvée. Et aussi, les personnes qui apparemment sont en bonne forme, peuvent être aussi des porteurs qui ne se connaissent pas. Donc, le conseil, c'est que chacun puisse connaître son statut sérologique. Moi, je reviens sur la médecine traditionnelle. Vous disiez tout à l'heure que vous allez accompagner ces chercheurs, ces scientifiques qui se battent pour quand même trouver une potion. Oui. Pour traiter les malades du sida. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêts? Est-ce que vous travaillez réellement avec ces personnes? Et quelles sont les recherches, les résultats aujourd'hui? Oui, c'est ça, je vous dis. On travaille avec ces personnes, on est disponible à travailler. Mais vous êtes disponible à travailler ou bien vous travaillez déjà avec... On travaille. Ces personnes qui se rapprochent de nous bénéficient de notre soutien. On travaille avec cette personne et je dis les résultats que nous avons aujourd'hui par rapport à la médecine traditionnelle, c'est l'efficacité sur les infections opportunistes. Ça, je puis vous rassurer par rapport à ça. Donc, quelqu'un qui a le VIH, les infections opportunistes comme la diarrhée, la médecine traditionnelle agit efficacement et ça peut arrêter. Et le fait que les personnes maigrissent beaucoup, quelqu'un qui suit bien son traitement traditionnel, des fois, il recouvre de l'embonpoint. Mais quand on fait la sérologie, le virus est toujours là. Et je reviens sur ma question. Est-ce qu'il y a un fonds dédié à la recherche dans le domaine au Bénin? Merci. Vous savez, avant de bénéficier, il faut produire des protocoles. Vous proposez un protocole qui est défendable, avec l'avis éthique bien prononcé, et vous recherchez le financement. Je pense que nous pouvons accompagner. Si c'est de bons protocoles bien ficelés, nous pouvons demander même l'avis du Fonds mondial pour financer certaines recherches dans le cadre de la médecine traditionnelle. Jusque-là, il n'y en a pas eu de crédible. Je ne le dis pas. Il y en a eu, mais je ne veux pas dire que ce n'est pas crédible. Ah, d'accord. Il y en a eu quand même. Et vous accompagnez quand même les auteurs. Nous accompagnons. Il suffit de savoir sonner à la bonne porte, d'aller au ministère de la Santé. Vous savez, il y a l'instance fêtière par rapport à la lutte contre le VIH. Les 3 principales maladies, c'est le CNLSTP, Conseil national de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme
les hépatites, les épidémies. Nous avons cette instance fêtière qui aujourd'hui est rattachée à la présidence. C'est la structure qui définit les orientations stratégiques et qui mobilise les ressources par rapport à la recherche aussi. Donc, il suffit que ces praticiens de la médecine traditionnelle se rapprochent de cette instance fêtière. Elles pourront vraiment bénéficier d'accompagnement. Un mot de la fin, ce sera une question pour finir. SIDA, est-ce qu'on peut l'enrayer un de ces 4 matins? Je reviens. Le SIDA, est-ce qu'on peut l'enrayer définitivement? Oui, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Ce sera votre mot de la fin. Je vais revenir sur ce que j'ai dit au début. Enrayer SIDA ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de PVVH. Enrayer SIDA, c'est mettre fin à la transmission. C'est mettre fin aux nouvelles infections. Et je dis cela, c'est possible. Et d'ailleurs, c'est l'objectif de la communauté internationale pour l'année 2030, où on veut mettre fin à l'épidémie du sida. Qu'il n'y ait plus du tout de nouvelles infections, mais qu'il n'y ait que des anciens malades qui soient sous traitement avec des charges virales supprimées. Merci à vous, Dr Moussa Bachabi. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur adjoint du programme Santé de lutte contre le VIH-Sida au Bénin. Merci pour l'éclairage et on se dit à très très bientôt. Grand merci à vous. On a espoir. Merci bien.